Bonjour à tous, merci de votre présence nombreuse. Mon nom est Annie Nantel, professeure d'anthropologie, également conseillère à la Boussole interculturelle ici au Cégep. C'est avec un immense plaisir que j'ai accepté l'invitation de mon collègue Jacques Provost d'animer mon petit entretien. C'est une première pour moi. Honorée de le faire avec ces deux invités d'ailleurs aujourd'hui. Donc, le livre qu'on vous présente aujourd'hui est celui-ci, Regards croisés, de l'Arctique à l'Afghanistan, qui est en fait une série de différents récits qui sont en fait issus de différents voyages faits par les deux co-auteurs, Fabrice de Pierrebourg et Marc-André Posé. Et il a été publié aux éditions de La Presse. Notre premier invité, pour faire une petite biographie de nos invités, notre premier invité, Fabrice de Pierrebourg, a commencé sa carrière comme journaliste en France dans les années 90. Installé au Québec, pour l'étudiant, ça fait une longue vue pour l'étudiant. Installé au Québec depuis une vingtaine d'années, il a travaillé notamment au sein de l'équipe d'enquête à La Presse, également en collaboration à la radio et avec le magazine L'Actualité, sur différents dossiers, sur des sujets notamment comme le crime organisé, la corruption, les conflits armés, le terrorisme et d'autres sujets gays de ce genre. Ces reportages l'ont conduit dans plus d'une vingtaine de pays. Je ne les nommerai pas tous ici, mais c'est très varié, de Haïti au Mali, en Russie, en allant aussi dans des zones de conflits ou de guerre au Proche-Orient, au Moyen-Orient également. Il est également l'auteur ou le co-auteur de 7 ouvrages sur l'espionnage et le terrorisme, mais aussi de récits de voyage, comme c'est le cas pour ce livre-là. Notre deuxième invité, Marc-André Posé, est infirmier en région isolée, mais également écrivain, dessinateur voyageur et photographe documentaire primé. Marc-André Posé a voyagé de l'Arctique à l'Afrique, toujours à la recherche d'histoires et de récits où l'humain tient la place centrale. Tout en continuant de documenter des sujets par la photographie, il rédige maintenant des livres, carnets et reportages avec ses dessins d'aquarelle accompagnant ses récits. Ces reportages ont été publiés dans plusieurs revues et journaux. Il a aussi travaillé sur une campagne mondiale d'Amnesty International. En plus d'être co-auteur du livre, c'est Marc-André qui a illustré également. Les dessins du livre viennent donc de Marc-André, qui a apporté aussi d'autres illustrations. On pourra en parler un petit peu plus tard durant la rencontre. Alors, Fabrice et Marc-André ont tous les deux voyagé beaucoup. Et ils ont choisi de collaborer afin de mettre en commun leurs récits de voyages respectifs. Et de cette collaboration est né donc ce magnifique livre qui nous amène à voyager dans différents endroits. On va en Russie, on va en Afghanistan, au Nunavik, à Madagascar, en passant par la Syrie. Les histoires qui sont présentées sont souvent issus de contextes socio-économiques, culturels, politiques plutôt difficiles, pas toujours, mais souvent. Mais néanmoins, elles témoignent et surtout, à mon avis, des richesses, des rencontres humaines qu'on fait à travers ces voyages-là. Autrement dit, les rencontres humaines, les regards que nous croisons. Bref, un livre humaniste dans lequel se retrouve à la fois le récit de voyage et le récit journalistique, un peu imbriqué dans les deux styles, ce qui le rend très intéressant, mais en même temps très facile d'approche et très humain à lire. Donc, Fabrice et Marc-André, excuse-moi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. En fait, comme première question, avant même d'aborder le livre, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a emmené à aller dans des contrées, soit le Grand Nord, plutôt isolé, ou des zones de guerre, tout aussi isolées d'une autre façon. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce type d'expérience-là? Bien, ma profession en région éloignée m'a amené en premier à aller pour ce qui est de l'Arctique. Mais j'avais la piqûre du voyage déjà. Quand j'étais plus jeune, je faisais de l'alpinisme dans les années 80. Donc, je me suis toujours exposé aux situations
où je sortais des sentiers battus. En premier, c'était d'aller explorer des environnements naturels. Puis, graduellement, je suis parti à la recherche ou à la rencontre de mes semblables. Des fois, je les évite, puis des fois, j'essaie d'aller les voir. Moi, disons que ça a l'air bête de dire ça, mais j'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours aimé quitter l'endroit où j'étais. J'aime bien y revenir aussi. Mais j'ai fait mes premiers voyages vraiment qui se rapprochaient quasiment du reportage à l'âge de 19 ans. J'avais eu la chance de pouvoir aller au Sahel, en Afrique, au Niger, Mali, etc. Donc, je traversais le désert, descendu le fleuve Niger en bateau. Puis c'était avant qu'il y ait tous les événements, surtout dans ces pays-là, depuis 5-6 ans, il y a plusieurs insurrections, entre autres djihadistes sur place. Et à partir de là, moi, je travaillais entre autres dans des agences de presse et tout. Puis à chaque fois qu'il y avait une opportunité de voyage, je levais la main, quoi. Et parce que j'avais beaucoup de collègues qui hésitaient à partir, parce que c'était compliqué, parce que moi, j'étais beaucoup pigiste à l'époque. Puis il y en a qui disaient « Ah ouais, mais pendant que je pars, je vais peut-être rater des contrats, etc. » Puis j'avais eu un gros voyage, un de ceux dont je parle, qui était la traversée de toute la Russie en voiture. Et ça, c'était juste après la chute du mur, puis l'effondrement du bloc soviétique. Et l'organisateur de ce truc-là, ça partait de Paris. C'était à l'époque le chauffeur du président français Mitterrand qui avait organisé ça, avec son copain, qui était le chauffeur, évidemment, de l'époque, c'était du président Helsinki. Et puis ils avaient dit « Ah, on cherche un journaliste photographe pour nous accompagner, ça lui coûtera rien, mais ça fera un beau voyage. » Puis moi, tous mes collègues avaient dit « Ah non, je suis pas payé, j'y vais pas. » J'ai dit « Moi, je vais y aller. » Parce que jamais dans ma vie, je pense que j'aurai l'occasion de refaire un voyage pareil. D'ailleurs, ça serait quasiment impossible à refaire. Donc, je le raconte, entre autres, on est parti en voiture de Paris jusqu'à Moscou, puis après, contourner la Sibérie jusqu'au Pacifique, jusqu'à Vladivostok. Puis après, on a fini au Japon. Et à partir de là, tout le temps, dès qu'il y avait un voyage qu'on offrait, je l'ai fait. Je suis allé au Liban plusieurs fois, je suis allé travailler en Afrique, etc., pour une compagnie de vidéo et tout. Et puis, quand je suis arrivé ici, j'ai arrêté de voyager, parce que j'étais au Journal de Montréal, puis c'était plus local. Puis très vite, il y a eu... on m'a envoyé en Afghanistan 2 fois, donc il y en a dans le livre, au Liban, je suis allé en Haïti 2 fois. Et à la presse, ça s'est calmé un peu, parce que je travaillais plus sur le local, les choses gaies, la corruption, la collusion, etc. Et quand je suis parti de la presse, je suis arrivé à Cogeco. Là, j'ai eu de nouveau l'opportunité de voyager. Puis c'est là où j'en ai fait vraiment beaucoup. Là. Puis je les enchaîne jusqu'à temps qu'on me dise que ça coûte trop cher, quoi. Mais c'est toujours comme disait Marc-André, puis comme vous disiez en introduction, moi ce qui m'intéresse, c'est la rencontre de l'autre aussi. Au-delà de voyager, c'est d'aller rencontrer des gens dans des situations pas toujours évidentes. Puis le rôle du journaliste, entre autres, c'est ça, c'est d'être le porte-parole des gens qui souffrent souvent. Je sais que c'est jamais des histoires qu'on aime entendre le matin à la radio ou lire, mais je pense que c'est notre rôle, il ne faut jamais l'oublier. Souvent, dans les médias, on n'a pas beaucoup de temps pour développer ce genre d'histoire humaniste. Puis, c'est de là d'où est venu le livre. On avait chacun d'histoires à peu près sur le même registre, dans des pays différents. Puis on s'est dit, c'est une occasion de prendre le temps, d'avoir un long format comme ça, puis de rentrer dans l'intimité de certaines personnes, de découvrir des pays par des biais un peu de travers, quoi. Est-ce que vous connaissiez déjà avant de commencer? Ça, c'est la fameuse question. En fait, on était amis Facebook par amis interposés. Okay. Donc, chacun, on voyait un peu ce que l'autre faisait, mais on ne s'était jamais rencontrés, on ne s'était jamais parlé. Puis, en décembre 2017, j'ai publié un reportage dans la presse suite à une expédition dans le Haut-Arctique sur le brise-glace scientifique Amundsen. OK, oui. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai reçu un message de Fabrice qui me disait j'aime beaucoup, j'ai vu ton reportage, j'aime beaucoup ce que tu fais avec tes dessins. J'ai toujours voulu faire un BD reportage, mais je ne sais pas dessiner. Ça partait mal. Alors moi, je ne savais pas trop s'il venait à la pêche. Puis s'il ne venait pas à la pêche, moi, il fallait que j'y aille. Fait que j'ai répondu que ça serait sûrement un projet intéressant. Puis pourquoi qu'on ne se rencontre pas pour en parler? Puis il a mordu. Fait qu'on s'est donné rendez-vous dans les jours qui ont suivi à Montréal. Mais ce qu'il y a de drôle dans cette première rencontre-là, c'est que moi, j'étais persuadé qu'il était pour me demander de dessiner ses voyages.
Mais alors, j'arrive au restaurant, puis je dis, ben, qu'est-ce que tu entrevois comment tu vois ça? Ben, il dit, dans le fond, on écrit toutes les deux. Je suis allé lire ce que tu fais. Dans le fond, on pourrait produire moitié-moitié, puis à nous deux, on couvre assez grand. C'est comme ça que j'ai appris que j'écrivais un livre. J'écrivais, OK. Pas le choix. OK. Puis, dans le fond, c'était clair dès le début que c'était uniquement des textes et des dessins, donc pas de photos, même si j'ai été photojournaliste aussi. Là. Donc, on y allait uniquement par des dessins, des aquarelles pour la partie visuelle. Puis l'idée de choisir justement des aquarelles plutôt que de mixer avec des photographies ou de mettre seulement des photographies, c'était pour... Ben, en fait, lui, ce qu'il avait vu dans la presse, c'était uniquement des dessins aussi. OK. Quand je suis allé présenter mon projet à la rédaction, à la presse, j'ai emmené mes photos, j'ai emmené mes dessins. Puis, ils ont dit, es-tu capable de nous écrire un texte, puis on va juste l'illustrer avec des dessins. Des photos du brise-glace Amundsen puis de la garde côtière, on peut en avoir n'importe quand, c'est facile à avoir. Alors, j'imagine que c'est un peu comme ça que Fabrice a accroché. Moi, ce qui m'intéresse dans le dessin, puis dans le dessin de reportage, c'est... En fait, j'ai été 30 ans à ne pas dessiner. Donc, entre l'âge de 25 ans et 55 ans, j'ai à peu près pas dessiné. Puis, il m'est arrivé un problème de santé qu'il a fallu que j'arrête pendant plusieurs mois, une vingtaine de mois. Puis, pour pas... j'étais un peu tanné de regarder le plafond. Là, fait que je me suis remis à dessiner. Puis, c'est là qu'il m'est venu l'idée de pourquoi ne pas illustrer mes reportages. Au début, je pensais peut-être mixer les deux. Puis j'ai peut-être des projets qui sont à venir où ça va être ça, mais j'ai pas fait une croix sur la photographie. Okay. Mais le dessin, en fait, c'est que le dessin et la photographie touchent à des fibres très différentes, ou ça peut toucher à des fibres différentes chez les personnes qui regardent. Et donc, ça fait vibrer d'une manière différente. Oui, juste quelques regards qui me viennent en tête, le visage malien ou le visage de la petite fille en Irak aussi. Ouais. Dans les deux cas, en effet, je pense qu'une photo l'aurait bien rendu aussi, mais le dessin permet quand même d'aller chercher peut-être quelque chose encore plus profond dans l'œil, de le faire ressortir. Quand on le fait sur place aussi, le dessin facilite les contacts. On est à une époque où les gens, en général, ont peur des photos. Oui. On se promène sur la rue, on veut prendre des photos, puis les gens se cachent le visage. Tu publies pas ça. Tu sais, c'est plus compliqué. Oui. Quand on fait des reportages, on réussit toujours à dépasser cette crainte-là parce qu'il y a des méthodes aussi. C'est qu'on ne débarque pas à quelque part, puis sortir notre Kodak, puis clac, clac, clac. On crée une relation avant. Donc, en reportage photo, on réussit quand même à dépasser cette crainte-là, mais avec le dessin, on n'a même pas besoin de se forcer, on n'a pas besoin de se préparer. Les gens sont d'un naturel, je vais le dire comme ça, c'est comme si les gens ils se sentent honorés qu'on prenne du temps à les dessiner. Fait qu'ils voient ça comme un honneur et non pas une intrusion ou c'est ça. Ouais. Et est-ce qu'il y a des choix qui ont été difficiles? Parce que là, je vois que vous aviez choisi, je crois, 23 récits en tout. On a essayé de couvrir vraiment, on s'est rendu compte qu'on allait du froid au chaud, là, à tout point de vue. Oui. Et on a essayé d'avoir à la fois une variété de pays. Il y a des pays qu'on n'a pas couverts, hélas, l'un ou l'autre. Et aussi une variété de sujets, des intensités différentes. C'est-à-dire qu'on s'est dit on ne peut pas être non plus trop sombre, trop sur 150 pages. Là. Donc on a essayé de trouver des histoires un peu variées. Soit c'était l'histoire de la personne en question qu'on racontait, donc son itinéraire de vie ou ce qui venait de lui arriver.
soit on allait raconter l'histoire d'un pays ou un moment, une fraction de l'histoire de ce pays-là. Toujours à travers les personnes qu'on rencontre, effectivement. C'est toujours le mot-clé, finalement, c'est rencontre dans ce livre-là. Rencontre tous les deux ou rencontre des gens qu'on croise. Puis c'est vrai ce que disait Marc-André, c'est que le plus difficile toujours, quand on arrive comme journaliste, surtout dans des zones de conflit, comme ça, souvent on n'a pas beaucoup de temps, on arrive dans des situations qui peuvent être très chaotiques. Puis le plus dur, c'est d'arriver à avoir la confiance des gens qu'on rencontre. Ouais. Et toujours prendre le temps. Surtout au Moyen-Orient, ou en Afrique, il faut toujours prendre le temps. Et parfois, on n'a pas le temps. Et ça, c'est très frustrant. Mais et c'est difficile. Mais c'est vrai que sans avoir des trucs, il y a des journalistes peut-être qui l'ont, puis il y a des journalistes qui ne l'ont pas. De pouvoir être accepté comme ça, de pouvoir que les gens s'ouvrent à vous, vous racontent leur vie, vous font rentrer chez eux, et dans des conditions parfois terrible, quoi. Et je trouvais que ce qu'on essaye aussi dans ce livre-là, c'est de leur rendre un peu hommage, quoi. Tout à fait, oui. On voit l'amour derrière, d'ailleurs, dans les témoignages. À la toute fin, vous parlez, dans les remerciements, en fait, vous parlez, entre autres, vous remerciez les fixeurs, ceux qui vous aident sur le terrain. Dans le fond, au bénéfice de tous ici, est-ce que c'est possible d'expliquer qu'est-ce qu'un fixeur, quel est leur rôle et aussi peut-être, est-ce qu'il y a des histoires, des expériences que vous avez vécues qui témoignent de l'importance justement de ces personnes-là sur le terrain? Moi, en tant qu'anthropologue, ça me faisait penser un peu aux observateurs. Oui, mais il faut savoir que dans la plupart, surtout en zone de guerre, là, en zone conflictuelle, il n'y a aucun journaliste occidental ou d'un autre pays qui peut travailler s'il ne travaille pas en binôme avec un fixeur. Un fixeur, c'est quoi? En général, c'est un journaliste local, ou ça peut être souvent... moi, en Irak, c'est un prof d'université. Il y en a un qui est devenu mon ami, puis il a bougé en France. C'est son collègue qui l'a remplacé. Donc, on fait affaire avec quelqu'un qui est du coin. C'est-à-dire qu'un, il vous sert d'interprète, finalement, à la base, d'homme de contact, parce que souvent, on arrive au dernier moment. Et c'est lui aussi qui va trouver un chauffeur, etc. Parce qu'en Irak, en Syrie, là, on peut pas aller louer une voiture à l'aéroport puis partir comme ça. Là. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui à la fois va vous aider de façon très concrète sur le terrain, mais il n'y a pas une minute où un bon fixeur, quand il est avec vous, là, quand vous roulez, quand il y a des temps morts, là, il va toujours vous expliquer ce qui se passe, le contexte. Et il va vous faire un cours en accéléré souvent du pays. Puis moi je dis aussi souvent c'est mon ange gardien. C'est-à-dire qu'un fixeur qui est du coin, même si on développe des réflexes, on est capable de sentir à un moment donné quand une situation va dégénérer sur le terrain. Puis je ne parle pas d'une situation globale. Là. Vous arrivez dans un endroit qui peut être hostile pour différentes raisons. Vous ne le savez peut-être pas forcément, mais lui, il le sait. Puis il est là des fois pour vous freiner, quoi. Parce que vous êtes là peu de temps, on veut toujours avoir une histoire intéressante. Puis à un moment donné, il peut y avoir une déconnexion du danger ambiant. Parce que comme il vous arrive rien, plus vous prenez confiance en vous. Et c'est souvent là où les drames peuvent arriver pour les journalistes en zone conflictuelle. Donc le fixeur, un bon fixeur, à un moment donné, il va être là pour dire « Moi, ça m'est déjà arrivé, écoute, il faut qu'on s'en aille. » Tu vois, là, on restera pas 3 minutes de plus ici. Donc, et puis au final, moi, il y en a avec qui je suis devenu vraiment ami, quoi. J'ai des relations... Il y en a un qui est en Irak, là, puis qui veut immigrer au Québec. Donc, ça fait 1 an. Donc on se parle aussi, je lui dis hey, moi je vais être ton fixeur quand tu vas arriver à Montréal. Je vais dire où aller, pas aller, etc. Comment faut que tu fasses. Mais c'est une blague là, mais ce que je veux dire c'est que puis il y en a des bons, puis il y en a des moins bons, mais ils sont essentiels au travail journalistique en zone hostile, quoi. Et souvent ils passent inaperçus, mais sans eux, la plupart des histoires qu'on a dans ce livre-là ou à la radio, etc., on pourrait pas les faire. Et vous, Marc-André, quand vous êtes au Nord, est-ce que c'est des... d'un, le processus est plus long aussi. Oui. Souvent, moi, j'ai vécu dans des villages pendant 3 ans. Il y avait un vieux chasseur que je trouvais fascinant. Ça m'a pris 2 ans pour l'approcher. C'est comme si on s'étudiait, chacun à notre bout de la rue, là. Je passais devant chez eux pour aller à l'épicerie. Ils m'envoyaient la main. Puis, c'est ça. Au bout de 2 ans, je suis sorti un dimanche après-midi pour aller faire des photos. C'était l'hiver. Et puis, je passe devant chez lui, puis il était en train de couper du bois. Parce que à Kanjik-Swalujwak, qui est un village à l'est de Kuujjuaq,
presque à la frontière du Québec et du Labrador. Il y a des vallées où il y a des petits arbres. Alors lui, il était allé se couper des arbres, puis il était en train de fendre son bois, puis il était avec son petit-fils que je connaissais. Puis j'ai décidé d'aller les aider à corder du bois. Puis en fait, c'est à partir de là que s'est créé un lien. Dans le fond, l'espèce de distance qu'on gardait s'est effacée, puis j'ai pu commencer à le photographier facilement. Là. Donc, c'est des techniques d'approche. Technique, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais c'est des façons d'approcher les gens qui sont pas toujours pareilles comme quand Fabrice va au Moyen-Orient. Lui, il y a une fenêtre où il est sur place pendant 3 semaines, 1 mois. Moi, des fois, en fait, souvent, je peux me permettre de prendre beaucoup plus mon temps. Oui, le temps est plus long. Ouais. La notion de danger n'est pas la même non plus. Ouais. Okay. Mais le truc chez les Inuits, c'est de gagner la confiance des aînés. Oui. Autant les femmes que les hommes. Une petite anecdote que je peux raconter, c'est que l'année précédente, j'étais allé secourir une madame qui s'était fait attaquer par un ours polaire. Donc, le récit est dans le livre. Et comme j'ai fait de l'alpinisme, fait beaucoup de randonnées en région sauvage et tout ça, c'est un beau terrain de jeu, là, le Nunavik. Là. Donc, j'avais envie d'aller camper dans Toundra puis de savoir ce que ça faisait de coucher au pays de l'ours polaire. Alors, une journée, je pars avec mon sac à dos, puis je m'en vais à peu près à 10 km du village. Je m'installe mon campement. Puis, pour aller vite, là, quand la noirceur est tombée, la chienne m'a pogné. Fait que j'ai pas dormi de la nuit. Parce que c'est bien beau quand il fait clair, là, tu vois, mais quand il fait noir, tu imagines toujours l'ours qui est pas loin, puis qui s'en vient. Et là, les histoires de la madame que j'étais allé secourir l'année d'avant sont revenues, et c'est fascinant de voir comment ça s'infiltre dans nos tripes, là, puis ça prend toute la place. Alors, j'ai pas dormi de la nuit. Je l'ai attendu avec mon petit poignard de chasse, là, puis que je trouvais bien stupide. Il y avait un chasseur qui m'avait donné une griffe d'ours, puis en me disant que c'était pour me protéger. Là, je ne le croyais plus pantoute. Mais finalement, il n'y a pas eu d'ours. Mais quand je suis revenu dans le village, les chasseurs m'attendaient. Et là, j'ai eu droit à plein de questions. Où c'est que j'étais allé? Comment j'avais préparé mon campement? Donc, des questions plus techniques là, de chasseurs. Puis, les interprètes du dispensaire, elles étaient super inquiètes qu'il m'arrive quelque chose. Puis là, on m'a dit, plus question que tu partes comme ça, on va te donner un chien, puis il faut que tu t'achètes un gun. Puis, donc, mais ça a fait qu'après ça, j'ai commencé à avoir des invitations pour aller dans Toundra avec eux, aller à la chasse. C'est comme si j'ai tranquillement, mais ça a ouvert les dernières portes qui restaient pour que je puisse partir avec eux autres dans Toundra. Donc, c'est ça. C'est pas des fixeurs parce que je ne suis pas en mission journalistique. À Madagascar, là, j'ai eu besoin de fixeurs pour couvrir les élections présidentielles et tout ça, mais ça se passe comme Fabrice l'a compté. OK. Et dans les différents récits qui sont présentés, autant pour un ou l'autre, est-ce qu'il y a des histoires qui sont racontées qui vous ont particulièrement touché, qui ont été particulièrement émouvantes, disons? Vous avez parlé de la petite fille tout à l'heure, oui. Celle-là, ça c'est pour moi, c'est une histoire vraiment qui a été marquante pour moi, qui n'était pas traumatisante au sens violent du terme, là, parce que à force, on est capable de... Parce que le danger, il y a un autre danger, c'est qu'il faut faire attention de ne pas non plus absorber tous les drames qu'on voit, parce qu'à un moment donné, c'est un peu comme les ambulanciers, etc. À un moment donné, vous n'êtes plus capable de fonctionner. Si vous n'êtes plus capable de fonctionner, vous ne pouvez plus faire votre travail, etc. Donc à la fois, il faut trouver un juste milieu entre le mur, qu'on peut faire le détachement, mais de l'autre côté, on n'est pas insensible à ce qu'on voit. Et cette petite fille, pour faire une histoire courte, c'était à l'automne novembre 2016, c'était au moment où
la coalition internationale était en train d'essayer de reprendre une grosse ville au nord de l'Irak, qui était Mossoul, qui était entre les mains du groupe armé État islamique. Puis ça a été une bataille qui a duré plusieurs mois. C'est-à-dire que ça a pris plusieurs mois pour reprendre cette ville-là, qui était assez grosse quand même. Puis il y avait quand même des centaines de milliers de civils qui étaient prisonniers de cette ville, coincés entre les deux, entre la coalition puis les djihadistes. Puis quand ils voulaient s'enfuir, ou ils se faisaient tirer dessus par les djihadistes, ou ils risquaient de se prendre des bombes larguées par la coalition, etc. Donc c'était vraiment c'était une scène de cauchemar. Donc on est arrivé là avec mon fixeur, justement, avec Hussein. C'était le début, mais c'était vraiment apocalyptique. Ça fuyait de partout. C'était un sauf-qui-peut général. Vraiment, on voyait les gens qui arrivaient. Nous, on était dans le quartier est de la ville. Donc les troupes au sol irakiennes progressaient tout doucement, puis il y avait les djihadistes en face, le bombardement. Puis là, le monde sortait de partout avec des charrettes, tout ce qu'ils pouvaient trouver pour fuir. Et quand ils arrivaient à fuir, parce qu'il y en a qui arrivaient complètement estropiés ou dans un état grave, où ils avaient sauté sur des mines, ou ils s'étaient fait tirer dessus par des snipers, même des enfants, là. Et à un moment donné, donc, j'ai vu arriver... je parlais quand même j'essayais de parler avec les gens parce que je faisais un topo à la radio tous les jours, tous les jours, et il y avait une petite famille dans un coin, et puis qui était contre un mur là. Bien, on a mis c'était une des histoires qu'on raconte. Puis j'ai vu là, il y avait le père, la mère, c'était assez jeune, puis il y avait un garçon, puis il y avait une toute petite fille qui était blottie comme ça contre le mur, puis elle avait une espèce de petit jouet, une espèce de petite poupée en tissu. Puis le père me racontait comme ça, puis elle était comme vraiment, ça se voyait, elle avait les yeux à la fois vides mais effrayés, quoi. C'était un mélange des deux. Le père me racontait donc tout cauchemar qu'ils avaient vécu pour sortir de là où ils étaient, du quartier, éviter les snipers, éviter les bombardements. Puis là, ils étaient quasiment, je dirais, ils étaient presque sauvés. Là, ils pouvaient encore faire, ils étaient à quelques heures peut-être des lignes arrière. Et puis, à un moment donné, donc je finis l'entrevue, je les prends en photo. Moi, j'étais venu avec des jouets, des vieux jouets de ma fille. Puis, j'avais de la nourriture, puis je lui ai donné comme ça, sympathiquement. C'était pas condescendant, c'était vraiment, j'ai vu, ça l'a fait sourire et tout. Puis, à un moment donné, le père, il dit « Ah, faut qu'on y retourne. » Je dis « Comment ça, vous vous retournez ?» Ben oui, il dit « Je me rends compte que mes parents ou ses parents, je me souviens plus où ses beaux-parents n'étaient pas là. » Ben, j'ai dit « Vous allez pas retourner... » Ben, il dit, j'ai pas le choix. Puis là, la petite fille, elle a compris, elle était quand même effrayée, quoi. C'est pas vrai qu'on va retourner dans cet enfer-là. Puis la seule chose que j'ai pu faire, c'est qu'il y a toujours des opportunistes pendant les guerres. Il y a des gens qui avaient des ânes avec des charrettes, là, puis ils faisaient payer le gros prix à ceux qui voulaient les utiliser plutôt que de marcher pendant des heures. Donc moi, j'ai donné de l'argent aux gars en disant, ben, ramenez-les le plus vite possible, puis ramenez-les en arrière. Mais j'ai jamais su ce qu'il est devenu de cette fille, puis ça m'a perturbé beaucoup, quoi. Ça, c'est une histoire qui m'a le plus marqué. Puis il y avait une autre en Afghanistan là, avec un soldat. J'étais, comment on dit, embedded, là, embarqué avec l'armée canadienne en 2007 en Afghanistan à Kandahar. Puis on patrouillait, tout, etc. Puis il y a un des gars c'était beaucoup de Québécois qui étaient là, c'était de Valcartier. Puis c'était un peu, en riant, les anges gardiens, mais ils avaient perdu beaucoup de monde. Puis déjà avant, il y avait eu quelques morts dans cette unité-là. Puis ils préféraient en rire. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit « Ah, t'as tiré l'unité chanceuse, on a déjà eu 3 morts, etc. » Donc finalement, on avait roulé pas mal. On était restés plusieurs jours ensemble. Puis il y avait un parmi eux, là, mais c'était tous des très jeunes, non? Ils avaient 20, 21 ans. Carl Jason. Puis lui, j'avais gardé contact avec lui après, parce que j'avais fait un livre sur l'Afghanistan après. Je voulais montrer que c'était une guerre, excusez-moi, mais une grosse connerie, cette guerre-là. Puis qu'on allait de toute façon à la catastrophe, puis à la défaite, puisque c'est en train d'arriver d'ailleurs. Et je l'avais rencontré comme plusieurs autres, puis très vite, je m'étais rendu compte qu'il avait changé. C'était un type qui était très sportif, très jeune. Puis quand j'avais été le voir, là, il buvait, il était en arrêt, etc. et tout. Puis il y a 3 ans ou 2 ans, j'écoute les nouvelles, puis à un moment donné, j'entends il y a la Sûreté du Québec qui a tiré sur un soldat en pleine rue. C'était dans le bas du fleuve. Puis quand ils ont dit je sais pas pourquoi, ils n'ont pas dit le nom, mais j'ai eu comme un feeling, parce que le matin même, sur sa page Facebook, il avait mis un message qui était très sombre. Mais il en mettait souvent, puis il critiquait le gouvernement fédéral, puis il disait on est abandonné par le gouvernement qui nous a envoyé en gros se faire tuer à leur place. C'est des décisions politiques, toujours les guerres. Et on est abandonné, j'ai pas de pension, j'ai rien. Et finalement, il avait décidé de se faire un suicide par police interposée, le truc classique, c'est-à-dire qu'il était sorti avec une arme dans la rue, etc. Puis
le policier s'était senti peut-être menacé, ou en tout cas il a voulu intervenir, puis il s'est suicidé en pleine rue. Ça m'a un peu... Excusez-moi, c'est pas des histoires très gaies, là, mais ça fait... c'est ça. Il y en a quand même des plus sympathiques, mais celles-là, c'était les deux qui m'ont le plus marqué. OK, oui. Moi, j'ai fait un reportage sur la violence chez les femmes amérindiennes. Donc, j'ai suivi une Anishinaabe, une femme algonquine, qui avait 58 ans à l'époque. Et puis, elle était à la fin, je ne sais pas si on peut dire la fin, elle était quand même assez avancée dans son processus de guérison. Et puis, donc, elle m'a demandé d'aller avec elle à un endroit dans la forêt où, quand elle avait 17 ans, elle a fait une fausse couche, mais sa grossesse était issue d'un viol. Et donc, à la fois, les violences qu'elle avait vécues, la perte de cet enfant-là, la perte de son enfance. Donc, elle a vécu après ça une vingtaine d'années d'autodestruction. Puis, autour de l'âge de 40 ans, elle a entrepris son processus de guérison. Puis là, moi, je la rencontre à 58 ans et elle venait de retrouver l'endroit où elle avait fait sa fausse couche. Donc, dans les années 60, ses parents campaient encore dans le bois tout l'été. Puis, avec les années, ils ont beaucoup arrêté ce mode de vie-là, de partir tout l'été. Puis, elle n'était jamais retournée à cet endroit-là. Et là, elle avait décidé, je ne me rappelle plus le contexte qui fait qu'elle était retournée là, à l'endroit, mais elle avait retrouvé la place où ça s'était passé. Puis il y avait un arbre qui a poussé à l'endroit où elle a fait sa fausse couche. Puis là, elle a voulu aller faire une cérémonie, puis elle m'a demandé de l'accompagner. Là, est-ce qu'elle demandait au photographe de l'accompagner pour documenter ça, ou elle demandait à l'infirmier de l'accompagner pour la supporter dans ça? Je ne le sais pas, mais donc je suis parti avec elle en forêt. Puis, ça s'est bien passé, là. Mais il y avait aussi une autre femme dans la communauté qui, elle, était rendue beaucoup moins avancée dans son processus de guérison. Elle était au début de la quarantaine. Puis, à un moment donné, elle me fait venir chez elle pour me raconter ce qui était arrivé. Puis, c'est très souvent des tableaux semblables. Puis là, elle voulait, dans le fond, que je raconte son histoire pour que les jeunes filles ne vivent pas, en espérant que les jeunes filles ne vivent pas la même chose qu'elle avait vécue. Et principalement, ses propres filles. Alors, c'était une soirée très émouvante parce qu'il y a de ces enfants qui ont appris cette histoire-là en même temps que moi, ce soir-là. Quelques mois plus tard, je ne suis même plus dans la communauté, je reçois un email pour me dire que la madame, la plus jeune des deux, elle s'appelait Eva. Donc, on m'avertit que Eva est décédée la veille ou la fin de semaine. Alors, moi, j'appelle pour essayer d'en savoir un peu plus. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a été retrouvée morte sur le bord du chemin le dimanche matin dans la communauté. Quelques jours plus tard, il y a un membre influent de la communauté, qui m'appelle, qui me demande de l'appeler. Je le rappelle. Il me dit, tu avais écrit des choses sur Eva, je veux t'avertir qu'elle est décédée. Ah, OK. Mais je le sais déjà, il y a quelqu'un de la communauté qui m'a averti. Puis là, il a essayé de savoir, en fait, il a essayé d'avoir la confirmation qu'elle avait des problèmes de santé. Moi, je ne répondrai pas à cette question-là. D'un, la partie médicale, j'ai le secret professionnel. Puis cette madame-là, si elle m'a conté sa vie ou ses traumatismes, c'est pas au dispensaire. Elle m'a fait venir chez elle, puis là, dans le fond, elle voulait que je raconte son histoire. Il faut vraiment bien dissocier les deux chapeaux, là. Et
fait que j'ai dit, ces problèmes de santé, je m'en rappelle plus, de un. Ben, il dit de toute façon, puis j'ai dit, il va sûrement avoir une autopsie. Elle a été retrouvée morte sur le bord du chemin. Et là, il m'a dit, non, il n'y en aura pas d'autopsie. Il ne m'a pas dit ça sous le ton de celui qui se demandait s'il y aurait une autopsie ou pas. Il m'a dit ça sous le ton de celui qui savait qu'il n'y en aurait pas. Et effectivement, il n'y a pas eu d'autopsie. On peut essayer de vous imaginer, quelqu'un est retrouvé mort sur la rue là-bas, c'est sûr à 100% qu'il va y avoir une autopsie. Mais parce que c'est une femme amérindienne, il n'y en a pas eu. Puis là, j'ai questionné la SQ de Rouen. Et ce qu'on m'a dit, de toute façon, c'est une alcoolique. Donc, c'est juste une autre indienne qui est morte de drogue et d'alcool. Donc, on n'a pas besoin de faire l'autopsie. Mais, fait qu'on n'a jamais su qu'est-ce qui est arrivé. Et ça c'est arrivé en 2008. Là, donc, c'est avant les histoires de Val-d'Or, avant la commission de ces dernières années, mais donc avant que ça sorte plus dans les médias. Justement, quand l'histoire de Val-d'Or a sorti, on a beaucoup entendu « Ah, si on avait su ». Moi, j'ai écrit quelque chose qui disait « Si on n'a pas su, c'est parce qu'on ne voulait pas voir en tant que société. » Mais c'est ça. Je pense souvent à Eva. Je pense à ses filles qui, là, ça fait quand même plus de 10 ans. Là, donc, comment ils ont évolué là-dedans. J'en ai des brides ici et là parce que je suis resté en contact avec les gens de la communauté, mais ça... C'est en effet un récit vraiment touchant, les images d'ailleurs, Ouais. les illustrations de cette histoire-là. Je trouve que l'illustration témoigne bien d'ailleurs de toutes les émotions profondes. Mais je voulais justement, ça me fait penser à ajouter quelque chose sur les deux histoires que je vous ai racontées avant. Puis c'est un point commun aussi avec ce qu'a dit Marc-André. C'est qu'en vérité, encore une fois, on expose des problématiques sociales, etc. et tout à travers ces rencontres particulières. Finalement, l'histoire de la petite fille, oui, elle m'a marqué personnellement, mais c'est un prétexte pour rappeler que, parce que souvent, comme journaliste, on n'a pas le temps. Puis quand on est sur un conflit, souvent, on raconte un conflit sous l'angle, je dirais, militaire, géopolitique, statistique. Aujourd'hui, là, à l'époque, on disait ça, le groupe armé État islamique a perdu tant de quartiers de la ville de Mossoul, blablabla, blablabla. Mais en vérité, ce qu'on oublie, c'est sûr que ça a l'air peut-être un peu fleur bleue de dire ça, mais il y a des gens, il y a des habitants qui étaient dans ces villes-là. Il y a du monde qui habite en Irak et en Syrie ou en Afghanistan, peu importe, puis qui subissent ça tous les jours. À travers l'histoire de sa petite fille et de ses parents, c'est un peu ça. Dans le livre, on voulait attirer l'attention là-dessus en disant c'est d'abord ça une guerre, hein, c'est du monde, y compris des petits-enfants. Puis là, en ce moment, au nord-ouest de la Syrie, il y a une fan peut-être de guerre terrible, quoi. Il y a près de 800 000 personnes déplacées autour d'Idlib, qui sont coincés entre la Syrie et la Turquie. Plus personne n'en parle dans les médias. C'est comme si, puis moi je vois des collègues journalistes qui mettent sur Twitter, qui essayent des fois d'intéresser qui vont voir leur rédacteur en chef en disant « Hey, là, il y a quand même... Il y a quelque chose qui se passe depuis 2 mois entre le régime d'un côté avec les Russes, puis de l'autre côté les rebelles, puis les djihadistes, puis la population civile. » C'est comme si les gens disent « ça dure depuis combien de temps cette guerre-là ?» On ne dit pas qu'on s'en fout, que les gens s'en foutent, mais presque. Donc c'est un peu, quand on raconte l'histoire de cette fille-là, c'est ça. Et puis le soldat, c'est aussi, entre guillemets, même si c'est leur métier d'être militaire, ils sont quand même le bras armé d'une décision politique. Toujours, ils vont là, on leur dit d'aller, quoi. Et le fait qu'on les abandonne après, je trouve que c'est un peu... ça, c'est récurrent. Il n'y a pas qu'au Canada. On voit que les anciens combattants, qui sont de plus en plus jeunes, d'ailleurs, on appelle ça les anciens combattants, mais c'est des mondes avec des cannes là, qui ont débarqué en 1940. Il y a des vétérans qui ont 25-30 ans. Il y a du monde qui est devenu complètement... ils sont pas revenus, finalement, souvent de ces conflits-là. Ils ont des gros problèmes. Ils sont abandonnés. On fait de l'argent, on économise sur leur dos, ils n'ont pas accès aux soins de santé mentale auxquels ils auraient droit, etc. C'est quand même détestable. Donc c'est un peu ça aussi, au même titre que l'abandon, le fait que les femmes autochtones, maintenant on en parle beaucoup depuis 6 mois à cause de la commission Vient, mais c'est récurrent. Puis effectivement, comme tu dis,
beaucoup de monde le savait, mais c'est comme si c'était pas grave. C'est comme... Tout à fait, oui. voilà. Une autre question que j'avais pour vous, j'ai vu à lire les histoires, dans certains cas, puis probablement d'autres aussi qui ne sont pas narrés dans le livre en tant que tel, des lieux où vous êtes retourné par la suite, des lieux que vous aviez déjà visités auparavant, vous retournez parfois peu de temps après, mais parfois il y a 10, 20 ans qui ont passé. Je pensais entre autres au Mali, où je crois que vous êtes allé en 1983, retourné en 2018. Il y a 2 ans, ouais. C'est ça. Haïti aussi, Afghanistan. Mais j'aimerais savoir un peu, est-ce que dans un de ces lieux-là, ou de façon plus générale, qu'est-ce qui vous a touché dans des fois l'évolution de ces pays-là? Le Mali, il y a 2 vraiment exemples qui sont les plus frappants dans mon cas à moi. C'est vraiment le Mali puis le Liban. C'est-à-dire que le Mali, je suis allé donc effectivement jeune et plein d'entrain. Donc il y a très longtemps, et je suis retourné là il y a 2 ans, et pas du tout dans les mêmes conditions. Comme je disais tout à l'heure, à l'époque on pouvait aller dans le désert. Il y a plein de monde qui faisait ça. Vous preniez des vieux 4x4, là, vous traversiez l'Algérie, Niger, Mali, vous revendiez la voiture, vous retourniez chez vous, passez du temps, couchez dans le désert, couchez dans les villages. On vivait au rythme vraiment de la vie sur place. Et puis quand je suis retourné, là, c'était pour accompagner des soldats de l'ONU, entre autres canadiens, qui eux faisaient de l'évacuation médicale. Une des rares missions, hélas, de l'ONU du Canada ces dernières années. Et là, c'était plus du tout pareil. C'est-à-dire qu'on savait que dès qu'on sortait du camp, il pouvait y avoir des attaques, il pouvait y avoir des mines sur la route. Puis à un moment donné, je suis allé faire des patrouilles avec des blindés, je pense que c'était des Allemands, etc. Puis ça me donnait mal au cœur, quoi, parce que traverser des villages... moi, j'aime ça, c'est ce que j'aime. J'aime ça arrêter, parler, prendre mon temps quand on peut, etc. Puis là, c'est impossible. C'est impossible parce que c'est trop dangereux. Donc là, pour moi, ça a été comme un choc, quoi, parce que j'ai retrouvé, pour faire le livre, je lui avais sorti toutes mes vieilles diapos là, du Mali. J'avais descendu le fleuve Niger sur un bateau. Là, vous pouvez rester des jours et des nuits sur ce bateau-là. On fait la cuisine sur le bateau. Il y a des animaux. Ça, c'est la totale, quoi. On le linge sèche. C'est le fun. Ça descend à 20 km/h, même pas, là. Le fleuve. La nuit, il se dirige avec la lune, etc., ou les étoiles. Mais là, c'était plus du tout pareil. Puis le Liban, c'était un peu différent. Le Liban, je suis allé 4-5 fois. Donc, je suis allé à la fin de l'avant-dernière guerre, donc en 91, là tout était dévasté, c'était vraiment Beyrouth, c'était comme si on avait largué une bombe atomique dessus, quoi. Tout le vieux Beyrouth, c'était un champ de ruines, désert, quoi. Et là, je suis retourné pour l'actualité il y a 2 mois, mais là il y a une révolution là-bas, un peu. Le peuple libanais se révolte contre le pouvoir, mais j'ai pu voir que vraiment le pays avait été rebâti, quoi. Donc ça, c'était vraiment l'inverse, même s'il vit des difficultés très importante en ce moment, là, puis il y a une sorte de printemps arabe, mais à retardement, une lutte contre le pouvoir en place, contre la corruption, contre toutes les magouilles, etc. Mais quand même, j'ai vu un pays qui, à l'inverse, sortait de ces années de guerre. Ils en ont eu quand même en 2006 avec Israël. Il y a toujours des moments. Mais là, c'était vraiment l'opposé. Mais ça fait drôle de revenir comme ça, effectivement, dans un pays où on est allé il y a longtemps, puis qu'on y retourne plus tard, on essaie de comparer ce qui s'est passé, quoi. Est-ce qu'il y a eu des lieux comme ça aussi visités? En Tunisie. OK. Donc, j'étais allé en Tunisie à quelques reprises entre 2005 et 2007. Puis en 2013, donc après le printemps arabe, je suis retourné. L'atmosphère... Là, cette fois-là, j'étais resté à Tunis la dernière fois en 2013. Je voulais aller voir, dans le fond, qu'est-ce qui est l'impact du printemps arabe qui s'était passé 2 ans avant. L'atmosphère avait changé dans la ville. Il y avait plus d'effervescence, mais aussi la quantité... on voyait pas tellement, en fait, on voyait à peu près pas de femmes voilées en Tunisie dans le temps du président. Donc, dans les années qui précédaient 2011,
on voyait des fois des vieilles madames avec une espèce de voile jeté sur la tête, puis qui le tenaient un coin dans la bouche là, pour... je sais pas c'était quoi l'idée de faire ça. C'est parce qu'ils se cachaient un peu le visage, mais c'était une pratique qu'on voyait uniquement à Tunis. Dès qu'on sortait de Tunis, c'était plus la culture berbère, qui sont aussi musulmans, mais qui ont gardé beaucoup de traditions qui datent d'avant l'islam. Puis en 2013, à Tunis, il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup aussi d'hommes en djellaba. Puis là, moi, je suis allé voir des amis que je m'étais fait dans un voyage précédent, dont un marchand de tapis qui m'a ouvert plein de portes à la fois en 2005 et puis en 2013. Il m'a fait un magnifique tableau sociopolitique, un portrait sociopolitique. Puis il disait que depuis le printemps arabe, il y avait eu beaucoup de gens qui en fait, c'est pas des Tunisiens, ça venait d'Arabie Saoudite, s'installer en Tunisie pour essayer d'implanter un islam plus radical. Donc, c'était très questionnant. À l'époque, en 2013, ce que les Tunisiens disaient, c'est ils l'auront pas facile parce que le pouvoir civil en Tunisie est très, très fort, très, très bien implanté. Donc, les intellectuels, mais en même temps, l'Afghanistan, c'était comme ça aussi dans les années 70, puis il y avait un pouvoir civil, il y a une société civile très, très développée, très progressiste en Afghanistan dans les années 70, puis ça a pris le bord pareil. Là. Mais il y a parfois, sur une échelle de temps très courte, on peut voir des changements. Hein. C'est-à-dire que là, je suis là en Irak, puis c'était mon 4e voyage en 3 ans là-bas. Ben, je vois la différence. C'est des zones où la géopolitique locale est tellement tendue, puis n'importe quoi qui arrive, ben là, il a suffi que des Américains assassinent le fameux général iranien en Irak, puis tout le chaos que ça a entraîné derrière, comme d'habitude. Mais puis ça, on le voit dans ces pays-là, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, à la fois, on peut avoir des bouleversements sur une échelle de temps plus longue, plus ou moins longue, mais c'est aussi, et c'est ça qui est fascinant, moi, c'est pour ça que j'aime le Moyen-Orient, c'est que ça bouge très vite, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais ça bouge très vite. Vous pouvez y aller avec 1 an d'écart, c'est plus du tout pareil. La situation a changé sur place, l'ambiance a changé sur place, et je suis sûr que si je retourne dans 6 mois, ça va être de nouveau différent, quoi. Moi, je proposerais de lire un petit extrait ici. Vous m'excuserez tout de suite de mon Inuktitut qui est débutant. Le mien n'est pas très bon non plus. Ah non, bon, ben, Marc-André, tu nous sauveras. Redis d'ailleurs quand... J'en parle, mais... Le village? Le village? Kanierk Swaludjwak. Ouais, c'est ça. Kanierk Swaludjwak. Ça, c'est un défi, hein? Ça, c'est un défi. C'est un défi, oui. Je vais le dire, d'ailleurs. La raison pour laquelle je voulais le placer maintenant, c'est que là, on parle de changement. Changement, lorsqu'on retourne, cet extrait-là parle en fait de changement culturel chez les Inuits. Des changements qui sont très rapides et radicaux aussi. Donc, je voulais lire un petit extrait là-dessus, si tu veux dire quelques mots ensuite là-dessus. Alors que les anciens sont nés dans la toundra et plusieurs d'entre eux dans des igloos, la vie a rapidement changé. Et la modernisation, les technologies, Internet et même Justin Bieber ont trouvé leur chemin jusqu'au Nunavik, la terre où nous vivons au nord du Québec. Nomades il y a à peine quelques décennies, les Nunavimut, les Inuits du Nunavik, sont maintenant sédentaires pour la plupart et vivent dans des villages allant de 175 habitants comme à Opaluk jusqu'à près de 1000 à Kanjuak-Swaludjwak et 2500 à Kuujjuaq. En pleine recherche identitaire, les jeunes Inuits ne se retrouvent pas dans ces changements rapides. Ils n'ont plus leur place dans le monde des anciens et ne savent pas encore ce que sera le leur.
Yves Barrault, un intervenant social qui a passé une bonne partie de sa vie professionnelle en territoire inuit, pose un regard critique sur la sédentarisation des Inuits et la vie moderne qui en a résulté. Dans une maison, le grand-père est né dans un campement de la toundra et il s'est construit une identité sur le fait qu'il était un grand chasseur, me raconte-t-il, un soir que nous mangions de longs bleus chevaliers donnés par une aînée. Il regarde son fils, né au village, dont la vie se trouve souvent dans le chaos, résultat de la première génération sacrifiée à la suite de la sédentarisation forcée. Puis il regarde son petit-fils jouer sur son iPod et lui dit qu'il n'est pas un vrai Inuk. Le petit-fils regarde son père et ne veut pas lui ressembler. Il se tourne vers et voit son grand-père, qui vient d'une autre époque, d'une autre planète. Qu'est-ce qu'il a comme modèle de construction identitaire? J'arrêtais là mon... Mais c'est un questionnement qui semble revenir souvent. Hein, si tous les Autochtones, toutes les Premières Nations et les Inuits aussi ont vécu des changements rapides, ces changements-là étant arrivés plus tard dans le Nord, ben, ils ont été condensés dans le temps. Là, c'est vraiment une génération derrière l'autre. Puis je trouvais que ce petit chapitre-là, dans le fond, ce petit paragraphe-là, résumait bien ça. Comment, dans le fond, on garde contact, comment on garde une transmission identitaire lorsque la génération d'avant ou d'après a pratiquement pas de lien avec ta réalité à toi. Bien, les communautés font beaucoup d'activités traditionnelles. Avec l'espérance que ça va garder, que ça va rattacher les jeunes générations à la culture et au patrimoine. En même temps, en tout cas, moi, les gens de mon âge, on avait tout un oncle ou un grand-père qui était cultivateur. On est allé passer des fins de semaine, travailler sur la ferme, puis on n'est pas devenus nécessairement des cultivateurs pour ça. Donc, je pense que ça va prendre quelque chose d'un peu plus que juste les exposer momentanément au patrimoine, aux traditions. Et le défi, puis en fait, c'est que les solutions, là, puis les solutions, ils vont venir d'eux autres. Nous, on arrive avec nos solutions du Sud, puis c'est souvent pas adapté. On n'a pas nécessairement une très bonne lecture. En fait, on n'a pas pantoute une bonne lecture des codes. Tu sais, un conseil de bande, puis là, on le voit là, avec ce qui se passe présentement. Un conseil de bande, c'est un système politique qui a été établi par la loi sur les Indiens et donc par Ottawa. Le pouvoir d'un chef de bande ou d'un conseil de bande, ça, c'est en apparence. Quand on vit sur une communauté, on se rend facilement compte que c'est encore une société clanique, qu'il y a des jeux sous-jacents, puis le vrai pouvoir, il est là. Puis l'exemple qu'on vit présentement avec les blocus de rails de chemin de fer, c'est exactement ça. Puis, en fait, c'est peut-être même plus complexe que ça, là, parce que selon la loi, les gens qui ont la responsabilité ou la responsabilité ou il y a un mot que je cherche là, ils ont l'autorité pour gérer un territoire. C'est les anciens. Un conseil de bande n'a que l'autorité du petit territoire là, qui s'appelle une réserve. La réserve, exact. Puis là, l'affrontement qu'il y a, c'est justement entre les deux pouvoirs. Le pouvoir moderne qui est issu d'Ottawa et de la loi sur les Indiens versus le pouvoir ancestral. C'est pas simple à résoudre, ça. Non. Mais quand il n'y a pas beaucoup de pouvoir, on chicane pour les quelques miettes de pouvoir qu'il y a là. Hein. Ouais. On avait fait venir, un petit aparté, on avait fait venir ici, il y a 2-3 ans, la philosophe Annie Obumsawin. Puis elle travaillait sur justement le féminisme chez les Autochtones au Canada. Et puis elle disait comment justement
ce n'était pas nécessairement si bien vu que ça, parce que c'était souvent vu comme étant en opposition aux autres revendications autochtones, comme si on divisait le mouvement et tout ça. Puis, justement, puis elle emmenait ça, elle disait, quand il n'y a pas beaucoup de pouvoir, on a de la difficulté à se le partager, c'est menaçant, ça donne l'impression que, dans le fond, les femmes vont venir voler le peu de pouvoir qu'ont encore ces hommes-là. Fait que ça crée un type de situation similaire, là. Il y avait un autre extrait que j'avais envie de lire, ou du moins, peut-être pas de le lire, mais oui, tant qu'à y être, allons-y. C'est malgache cette fois-ci, donc Marc-André encore. Dans ce cas-ci, on est dans une mine au sud à peu près, ouais. centre-sud de Madagascar. Donc, je vais lire un petit extrait, puis je laisserai Marc-André après ça expliquer un peu la situation. On est en fait à Madagascar, mais on peut s'imaginer au Far West américain. Beaucoup d'entre eux travaillaient dans les galeries souterraines et il n'était pas rare que celles-ci s'effondrent. Les mineurs descendaient au fond de puits qui pouvaient faire 25 mètres de profondeur. Puis, ils creusaient des galeries sans plan ni coordination en étaillant à l'improviste à l'aide de quelques planches de bois pourri achetées à fort prix. Quand il fallait choisir entre le riz et le bois, c'est souvent sur ce dernier qu'on économisait. Faisant fi de la sécurité la plus élémentaire, les mineurs finissaient souvent enfouis dans ces sinistres souterrains. Arrivé en bordure d'une rivière descendant des montagnes, je rencontrai Mara Twetswa, un mineur accroupi dans l'eau, tamisant le gravier avec ses enfants. Mara, son épouse et leurs 2 enfants, âgés de 9 et 12 ans, étaient arrivés à Ilakaka 5 mois auparavant. Ils avaient quitté leur région du sud-est ravagée par la sécheresse après avoir tout vendu ce qu'ils avaient et parcouru 400 km en taxi-brousse. Toute la famille ratissait le fond de la rivière à la recherche de saphirs. Depuis leur arrivée, ils n'avaient rien trouvé. Et plus le temps passait, plus ils devenaient prisonniers de leur choix, comme plusieurs ne pouvant retourner d'où ils venaient. Pieds nus, vêtus d'une chemise trouée et d'un sous-vêtement, les enfants creusaient le fond de la rivière avec leur père au lieu d'aller à l'école. Après une courte pause, les enfants se remirent à creuser dans l'espoir de trouver quelque chose. Le regard vide, la faim au ventre, ils passaient plusieurs jours sans rien manger, jusqu'à ce que leur mère gagne un peu d'argent à faire la lessive pour quelqu'un et puisse acheter du riz. J'arrêterai ici, mais c'est un récit qui m'avait particulièrement touchée parce que ça impliquait en effet beaucoup de monde, beaucoup d'enfants. La phrase « ou prisonniers de leur choix », entre autres, ça m'avait particulièrement touchée, cet extrait-là. Est-ce que tu veux parler un peu de cette expérience-là? En fait, ils sont prisonniers de leur choix parce que, en partant, ils n'ont pas beaucoup d'avoir, pas beaucoup de possessions. Puis pour faire un voyage de 400 km en taxi-brousse, ça leur demande un certain investissement. Donc, ils se débarrassent de tout ce qu'ils ont, là. Ils vendent tout, ils gardent l'essentiel de ce qu'ils vont avoir besoin quand ils vont arriver sur place pour s'installer. Puis, au bout de 2 ans, ils n'ont rien trouvé, là. Puis quand ils trouvent quelque chose, là, ça leur donne 7 $. Là. Fait que, parce que j'ai rencontré un mineur qui était tout content parce qu'il y avait l'équivalent de 7 $ en saphir. Le saphir, c'est une pierre précieuse qui vaut pas mal plus que 7 $. Là. Donc, les gens que je rencontrais, les mineurs que je rencontrais, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils trouvaient. Des fois, ils pouvaient avoir des minéraux qui ressemblaient à des saphirs, mais ça n'en était pas. Ou ils se faisaient dire « Ah, ça n'en est pas », mais dans le fond, ça en était. Aucune idée de ce qu'ils trouvaient, puis aucune idée de la valeur que ça avait. Fait ils vendaient ça pour... mais aussi, il faut dire qu'à Madagascar, en tout cas à cette époque-là, le salaire, il y avait 80% de la population qui vivait avec moins d'1 $ par jour. Fait que le 7 $, ça correspondait quand même à une semaine du salaire moyen de 80% des Malgaches. Là. Sauf que les dépenses encourues à vivre dans une ville comme ça, c'était pas les mêmes dépenses que de cultiver son petit champ de riz à l'autre bout de Madagascar.
Donc, son 7 $, probablement que le lendemain matin, il ne restait plus rien. Là, parce que là, il est allé le jouer, parce qu'il y avait des loteries puis des casinos improvisés sur le bord des ruelles. La prostitution, des bagarres. C'était vraiment le Far West. Là. Mhm. Donc, ils se retrouvent, mais qu'ils trouvent ou qu'ils ne trouvent pas, ils se retrouvent prisonniers de leur choix parce qu'ils n'ont pas une scène pour quitter. Et ils ont toujours l'espoir que demain, là... Comme au casino. Oui, oui, Puis il y a toujours une histoire qui circule qu'un tel a trouvé un filon, puis là, lui, il est devenu un riche de la place. Moi, j'en ai pas vu beaucoup, là. Les gens qui étaient mieux nantis dans cette ville-là, c'était des étrangers qui venaient acheter des pierres puis qui repartaient avec. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres, des gens que vous avez rencontrés ou des moments que vous aimeriez partager avec nous, soit des très beaux moments ou encore peut-être des plus difficiles? Dans le livre, là? Ben oui, dans le livre ou à d'autres moments. Là, je sais que vous avez fait des choix, fait que ça peut être dans les... Ouais, parce qu'il y a des moments quand même plus relax. Je dirais dans le livre, il y a des... Comme on dit, on a essayé de faire un peu pas des cartes postales, un peu, mais... Je raconte au nord Irak, à Erbil, là, il y a un salon de thé qui est café, là, puis le temps s'arrête là quand on va là. Puis c'est incroyable quand on rentre là, il y a c'était avant la guerre, c'était l'endroit où on disait que tous les intellectuels du coin, venaient là, les philosophes, puis prenaient des thés ou des cafés, jouaient au domino ou au dé, puis refaisaient le monde. Mais ça, c'est resté un peu cette ambiance-là, c'est qu'on rentre et c'est un peu, les meubles sont tous d'origine, il y a des vieilles photos toutes jaunies au mur, une espèce de fumée là où ça fume le narguilé, où ça fume la cigarette, puis on entend que le bruit des dés comme ça ou des dominos, puis des serveurs qui passent tout le temps avec du thé, ils vont faire le thé en arrière là, puis ils ramènent, puis là on sent que on est comme dans une enclave un peu, c'est une enclave. Le temps s'arrête. Moi je dis on rentre là-dedans, le temps s'arrête, vous asseyez, vous buvez votre truc, vous regardez. Moi j'aimais bien regarder les gens justement. C'était comme pour moi une petite pièce de théâtre à huis clos. Cet endroit-là, j'y vais souvent. Je me suis dit, tiens, on va faire quelque chose quand même, parce que sinon, c'est que des textes un peu dark. Là. Ça, c'était sympa. La traversée de la Russie aussi, ouais, dans le transsibérien. Oui. C'était un moment, parce que c'était les ex-soviétiques découvraient, entre guillemets, la liberté. Là. C'était comme l'anarchie la plus totale. C'était n'importe quoi. Puis plus on avançait vers l'Est, moins ils étaient au courant qu'il y avait eu la perestroïka, la glasnost, qu'il y avait une sorte de libération. Donc il y avait encore des commissaires politiques qui surveillaient tout. Quand vous rentriez à l'hôtel, il y avait à chaque étage, il y avait une madame derrière un grand bureau. Là, puis sa job, c'était pendant le temps de l'Union soviétique, c'était de noter l'étranger, il est rentré à telle heure et il est reparti à telle heure. Donc elle était payée pour ça. Elle avait un gros cahier là. Puis plus on avançait, moins il y avait à manger aussi. C'était toujours la même chose. Ça, je m'étais rendu compte que il y avait des usines, par exemple, l'usine qui fabriquait le pain en Union soviétique, c'était le même pain d'un bout à l'autre. C'est un pain carré, là, en tranches, mais c'était le même qu'on mangeait d'un bout à l'autre. Et avec ça, tout était comme normalisé, quoi. Puis, je dis, tout était comme des frigidaires. Les Lada étaient carrés, tout était carré ou rond. Il y avait pas, c'était à angle. Il n'y avait rien qui était... Dans les chambres, c'était comme des années 40, 50. Les téléphones, c'était des gros téléphones en bakélite, téléphones rouges. Je me suis dit, tiens, dans les films, on dit que c'est là-dessus que le président américain appelait le président soviétique aux Russes. Puis, tout le monde me suivait toujours. Là. Il me suivait, les étrangers. Quand on rentrait dans une ville, là, il y avait la milice qui arrivait. C'était comme... c'est comme si on amenait quelque chose qui n'était pas... mais c'était intéressant quand même. C'était découvrir ce pays qui... Puis dans le transsibérien... C'est comme on l'imagine, tout en bois, verni, des comptoirs. Là, il y avait différentes classes. Puis à chaque wagon, il y a une madame qui fait le thé avec le samovar. Puis toute la journée, elle passe. Vous n'arrêtez pas de boire du thé sans arrêt. Mais c'était assez... Puis je raconte une anecdote. À un moment donné, en pleine nuit, le train, il freine, mais vraiment solide. Là. On tombe tous. On avait des espèces de petites couchettes. Tout le monde tombe par terre. Et là, les portes s'ouvrent. On dit, qu'est-ce qui se passe? Puis ils veulent rien nous dire. Non, rentrez, vous verrez demain. Et tout. Mais quand même... Journaliste curieux, là, au petit matin, j'ouvre la porte, et puis à 50 mètres devant nous, il n'y a plus de voie. C'est-à-dire que la voie ferrée, cet endroit-là, là, elle est à flanc de montagne. Puis ce qu'on a compris,
ben, je l'ai vu, là, c'est que le train qui arrivait en face, c'est lui qui avait fait fondrer la voie. Tous les wagons étaient en bas et ils n'avaient pas moyen de secours, évidemment, il n'y a pas de grue. C'était des vieux chars d'assaut T-72, enfin peu importe, là, avec des chaînes qui étaient en haut puis qui essayaient de remonter les wagons. Il y avait peut-être du monde dedans, là. Puis les wagons, quand ils les remontaient, ils rentraient dans le sol, là, comme une charrue dans le sol. Mais c'était ça. Puis ils ont fait venir tous les gens des villages, puis avec des pelles, des pioches, puis des barres de fer, ils ont refait une voie provisoire comme ça. Ouais, puis quand on est passé, il y avait tout ce monde-là qui était quasiment garde à vous au bord, là, puis ils les avaient fait trimer pendant une journée, juste pour refaire une voie provisoire. Je dis OK, puis ils nous avaient dit monter sur la plateforme, on sait jamais, là, pour passer doucement. Mais c'était pour dire qu'on avait l'impression vraiment d'être catapulté à une autre époque, quoi. Oui, absolument. Avant de poser une dernière question pour laisser ensuite la chance à ceux qui voudraient poser des questions, j'aurais aimé entendre parler un petit peu de Harry, le Mosher, qui avait... Ah, pas le prince, non. Harry, le prince, oui, c'est ça. On peut parler de lui aussi, si juste s'enregistrer. On va peut-être avoir moins à dire. Bon. Dans le fond, Harry, c'est un Inuk qui maintenant est dans la soixantaine. Donc, quand je l'ai rencontré, il était à la fin de sa cinquantaine. Puis, son rêve, quand il était jeune, c'était d'être musher. Donc, d'avoir un équipage de chiens de traîneau, puis de vivre un peu, partir à la chasse, comme son père et son grand-père l'avaient fait. Sauf que, ce qu'il faut savoir, quand le gouvernement, à la fois fédéral et le provincial, a été aussi complice de ça, c'est que dans les années 50 et 60, pour aider à la sédentarisation des Inuits, dans le fond, le gouvernement voulait que les Inuits s'installent dans des villages, que maintenant c'est devenu réalité. Mais pour faciliter cette sédentarisation-là, le gouvernement s'est inventé une raison pour tuer tous les chiens. Donc, il y a eu une époque où il y avait à peu près plus de chiens au Nunavik. Et puis au Nunavut aussi. Là. Donc, le Nunavik, c'est la partie du nord du Québec. Puis le Nunavut, c'est ce qui est en dehors du Québec, qui est en territoire inuit, mais en dehors du Québec. Donc, terre de Baffin et tout ça. Donc, il y a eu une époque où il n'y avait plus de chiens, puis malheureusement pour Harry, il a grandi dans cette époque-là où il n'y avait plus de chiens. Et à un moment donné, il est arrivé un accident où il a perdu une jambe. En tout cas, il est amputé juste au-dessus du genou. Puis il a vécu des moments difficiles. Puis, dans le fond, le moyen qu'il a trouvé pour vivre ce traumatisme-là, c'est de se reconnecter avec son vieux rêve d'enfant, puis il est devenu musher. Puis entre-temps, à l'époque où dans les années qui ont suivi son accident, il y a eu une recrudescence des activités traditionnelles chez les Inuits, puis il y a un organisme qui a mis en place une course de traîneau à chiens qui se passe à tous les ans. En fait, elle a lieu présentement au Nunavik. Donc, à tous les ans, il y a une course de traîneaux, puis les traîneaux inuits, c'est pas comme ceux qu'on voit quand on regarde des films ou qu'on va dans des centres qui nous font faire du traîneau à chien. Dans le fond, c'est la technique qu'on voit dans les films ou dans les centres récréo-touristiques. C'est une technique qui vient d'Alaska et du Yukon, où les chiens sont tous en file, avec des traîneaux assez légers aussi, parce qu'il y avait à franchir des zones boisées, puis c'était pas... il fallait qu'ils déplacent le traîneau facilement. Donc, les traîneaux qui viennent de l'ouest du Yukon, territoire du Nord-Ouest, Yukon et Alaska, c'est des traîneaux qui sont tous attachés avec de la babiche, donc des ligaments séchés. Et ça fait que le traîneau est très flexible, très léger, puis le fait que l'attelage est plus à la file
ça permettait de franchir plus facilement les forêts. Les Inuits, c'est un autre système complètement. Le traîneau pèse 1 tonne. Mais là, c'est pas nécessairement prendre ça à la lettre, là, mais c'est très pesant. Okay? C'est des gros traîneaux très massifs. Puis les chiens sont attelés en éventail en avant du traîneau. Donc, la course Ivakak reprend cette technique-là, la technique inuit. Et ils font une course qui peut aller de 4 à 500 km. Donc, exemple, cette année, ils partent d'Opaluk, qui est à l'ouest, qui est le 2e village à l'ouest de Kuujjuaq. Puis ils s'en vont jusqu'à Kanjik-Swalujjuaq, qui est le village à l'est. Oui, il y a un petit R qui est difficile à placer. Oui, c'est ça, oui. Un Q. La lettre Q qui est placée entre 2 syllabes à l'intérieur d'un mot. Souvent, il y a un petit R qui rentre là-dedans, là, puis c'est pas simple. Là. Donc, c'est une course qui fait 400-500 km. Là. Et Harry s'est inscrit à cette course-là, puis il s'est entraîné, il a entraîné ses chiens. Puis il est devenu, c'est presque une légende. Là. Il y a même un film documentaire qui a été fait sur lui. Parce que, bon, il n'a jamais gagné la course, mais il y a une année qui s'est classé 3e. Il y a juste une jambe. Oui, c'est ça. C'était quand même une histoire assez touchante aussi de résilience. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça que j'allais dire. C'est une histoire de résilience. Tout à fait. J'aurais une dernière question, en fait, plus liée, bon, vous êtes parti à l'étranger, parfois ici, mais vers l'étranger ici quand même. Et là, vous revenez avec des nouvelles, des récits. Comment vous voyez la place qu'on accorde habituellement, nous ici, dans nos médias, tout ça, aux nouvelles internationales, et au-delà de la place qu'on l'accorde, la façon qu'on traite cette nouvelle-là, dans sa complexité? Vas-y. Je sais pas. Moi, j'ai pas à me plaindre parce que pour faire de la pub pour la radio, mais j'ai la chance de travailler dans une équipe. Je travaille pour l'émission de Paul Arcand, entre autres, le matin. Et puis, il y a un intérêt pour l'international. Donc, à chaque fois que je dis, où on me dit, tiens, il faudra aller à tel endroit, je peux le faire. On le fait d'une autre manière à nous. Très souple parce que c'est de la radio. Mais c'est sûr que je trouve... mais ça, c'est un problème. Maintenant, il y a une crise des médias, on le sait, là, on n'arrête pas d'en parler. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'évidemment, comme toujours en période de crise, ou quand il y a un problème d'argent, peu importe si c'est une entreprise, un ménage ou n'importe quoi, on va avoir tendance à couper sur ce qui est le plus facile. Et puis, c'est clair, c'est évident qu'en Occident, en général, la première chose que les médias vont couper, parce qu'ils ont des problèmes de rentrée d'argent, c'est l'international. Parce que ça coûte super cher. Je vais vous dire, une semaine en Syrie ou en Irak, là, puis je ne parle pas de mon salaire, ça peut coûter 10-15 000 $. Hein, pourquoi? Parce que déjà d'ici, on a un problème de... Moi, le problème, c'est que je veux toujours aller au Moyen-Orient. Donc, il y a déjà le coût d'un billet d'avion très terre-à-terre. Le coût d'un billet d'avion par rapport à mes collègues français ou européens qui, eux, peuvent aller en moins de 4 heures à Bagdad, à Beyrouth, en Afrique et tout. Nous, il faut faire un vol transatlantique. Les assurances coûtent excessivement cher. Chaque fois que vous voulez partir dans ces pays-là, évidemment, parce que toutes nos assurances normales tombent. Vous n'êtes pas assuré. Si jamais il m'arrive quoi que ce soit dans ces pays-là, mon assureur va dire « Ah, mais il y a une petite ligne en bas, là, ça dit que tout ce qui est zone de guerre, émeute, machin et tout, c'est pas couvert. Donc, je serai pas couvert. » Puis là, vous faites le tour. Je peux vous dire que la dernière fois, là, je suis allé en Irak il y a 1 mois. Ça nous a pris 3 jours avant de trouver un assureur qu'on a trouvé je sais pas où. Tous ceux qu'on avait d'avant pour ces zones-là refusaient. Pourquoi? Parce que le gouvernement canadien avait dit tout l'Irak était devenu zone rouge. Puis nous, évidemment, dès que ça devient zone rouge, c'est l'inverse, on y va. Donc là, ils disent, là, tous les assureurs, même ceux qui étaient spécial risque machin, risque international, tous les mots que vous pouvez mettre, là, avec le mot risque, ils ne voulaient pas. Ça coûte cher. Les communications, c'est pas pire. Donc, puis le fixeur à payer, c'est normal, ça coûte très cher, etc. Donc, vous avez des coûts énormes. Puis vous avez toujours des directeurs financiers, des patrons qui vont dire « Ouais, mais là, ça a coûté 15 000. » Quand vous allez faire un... Puis là, je dénigre pas le sport, là, mais vous envoyez un journaliste au Centre Bell, là, ça coûte pas cher.
Et le taux d'écoute est incroyable parce que c'est ça aussi, c'est devenu un marché. Mais moi, encore une fois, je ne vais pas à me plaindre. Puis je travaille aussi pour l'actualité, je fais de l'international pour eux. Mais c'est difficile. Puis la première chose qu'on vous dit, c'est « Oh, ça coûte cher, ça coûte cher ». Donc, il y a de moins en moins de journalistes qui vont. Puis il y a aussi des risques. C'est-à-dire que si je parle des zones de guerre, c'est sûr qu'on n'est plus très nombreux. Le bassin, quand vous êtes en Syrie ou au Nord-Irak, là, vous pouvez faire le tour autour de vous. Vous n'êtes pas nombreux à y aller, quoi. Donc, je trouve que c'est dommage. Mais la première tendance, le premier réflexe des gros groupes médiatiques, je ne parle pas des groupes régionaux parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais c'est de dire « Oh, on va couper sur l'international ». Ou alors on dit « Ah, ça intéresse moins les gens ». Mais je dis c'est toujours la façon dont on le raconte qui peut intéresser les gens. Hein, vous pouvez raconter des histoires, vous n'êtes pas obligé de faire des cours de géopolitique pendant 3 heures à la radio. Vous pouvez intéresser les gens à un sujet. Je dis, les gens ne sont pas plus bêtes. C'est qu'à un moment donné, on disait « Ah, à la télévision, il faut enlever les documentaires parce que les téléromans, c'est mieux et tout ». Puis on se rend compte qu'il y a de plus en plus de documentaires. Ça dépend comment ils sont faits. Il y a des documentaires super intéressants, puis il y a des documentaires qui sont d'un ennui mortel. Mais c'est sûr que la place internationale réduit de façon spectaculaire, tristement spectaculaire, quoi. Et pourtant, moi je dis toujours, ce qui se passe à l'étranger peut avoir un impact chez nous. Puis, je vais rester dans un truc un exemple très étroit, mais quand on parle du phénomène du terrorisme en Occident, on dit ah, il y a des attentats, etc. Alors on peut regarder un attentat sous un phénomène très local, très factuel. Aujourd'hui, il y a 3 gars qui sont arrivés, qui ont tiré ou qui ont pris un couteau, qui ont tué 3 personnes, puis il a crié un truc, puis il y a une revendication. Ok, puis là on passe à autre chose. Oui, mais pourquoi il a fait ça? Et souvent, ça origine on va dire, d'événements plus globaux qui se passent au Moyen-Orient, etc. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tout est imbriqué, tout est dans tout. Ça peut aller même jusqu'au prix de l'essence. Le prix de l'essence montre pourquoi. Ah, il y a eu des bombardements de pétroliers en Arabie Saoudite ou de raffineries. Une rareté du marché. Je trouve que les gens, ça fait partie de ça. Il faut expliquer ce qui se passe, quoi. Absolument. Et Marc-André, dirais-tu qu'ici aussi, au niveau même des problématiques autochtones, est-ce qu'on fait des fois l'économie un peu d'expliquer les fondements des situations vécues? Premièrement, que ce soit un journaliste qui arrive dans une communauté, il va se faire recevoir par les gens qui sont en position de pouvoir, là, que ce soit le conseil de bande et tout ça. Puis à cause du manque de moyens de l'employeur, ils ont un temps très, très délimité. Tantôt, j'en ai parlé, il y a 2 systèmes de pouvoir dans les communautés. Puis quand on a juste 3 jours, on n'a pas le temps de découvrir le deuxième pouvoir, il est où, là. Fait que ça nuit à la capacité de couverture des événements. Par rapport à ta question aussi à l'origine, moi je peux parler du photojournalisme. Dans les années 70 puis 80, pas une période que j'ai connue en tant que photojournaliste, parce que j'ai commencé à faire ça plus tard, mais j'ai rencontré des gens qui ont vécu ça. C'est que les agences de photos avaient été fondées par d'anciens photojournalistes qui étaient gérés par des anciens photojournalistes, donc ils connaissaient, et les reportages à l'international, que ce soit la guerre du Vietnam ou ci ou ça, ça a toujours été déficitaire. Ça a toujours coûté cher. Mais comme tout était sous la même boîte, c'est que c'était les photos de la princesse Diana qui payaient les reportages pour aller au Cambodge. Ouais, ça a toujours été comme ça. Ouais. Alors, avec le temps, les groupes médiatiques se sont fait acheter par des financiers. Puis là, ils ont entré là-dedans une méthode d'administration corporative. Puis là, ils sont mis à séparer. Bon, OK, le people. Le people. Donc, les photos de vedettes, de vedettes, le vedettariat, c'est un département à part que l'international. Mais là, un ne pouvait plus servir à financer l'autre. Il n'y a plus de souplesse. Mais, puis regardez, je dis un exemple rapide, mais Radio-Canada ont fermé leur bureau du Moyen-Orient. Moi, je trouvais ça assez stupéfiant. Il y avait Marie-Ève Bédard qui était à Beyrouth, puis ils l'ont fermé.
Alors maintenant, souvent, vous voyez des reportages qui viennent de France 2, parce qu'ils ont encore une culture du reportage international à France 2. Ils mettent beaucoup d'argent, service public français. Déjà, les gens cotisent beaucoup au service public là-bas. Mais puis c'est souvent des reportages faits par des Occidentaux qui sont diffusés ici, quoi. Je trouve ça un peu dommage, parce que chacun a aussi sa façon de voir. Le reportage, c'est subjectif, hein. D'où on vient, puis qui on est, on n'a pas la même façon. Puis c'est normal, vous arrivez dans un endroit, vous êtes catapulté comme ça dans un endroit, vous pouvez pas tout raconter la même journée, vous avez chacun son angle, mais chacun vient avec son propre angle. C'est pour ça que nous, on tient beaucoup à le faire nous-mêmes. On dit on y va, même si les agences y vont. Les agences font des textes très factuels, très standards, là. Moi, j'essaie toujours de mettre plus de vécu de terrain, de choses comme ça, puis je trouve que ça fait un bon complément, mais c'est difficile, hein. C'est comme faut se battre aussi contre effectivement, comme on dit, contre les intérêts corporatifs, les directeurs financiers, les actionnaires, tout ce monde-là, eux, ils ont beau s'intéresser peut-être à l'international, ils veulent juste que ces compagnies médiatiques fassent le plus d'argent, puis en dépensent le moins possible. Nous sommes arrivés à la fin. Il reste les questions, évidemment. Je vais juste, puisque j'ai oublié de le dire au début, rappeler que le livre est actuellement pour les 2 prochaines semaines, à partir d'aujourd'hui pour les 2 prochaines semaines, à la coop, ici en bas, à 25% de rabais. Il est absolument magnifique, ça vaut vraiment la peine. Il va y avoir également 3 copies qui vont être tirées à la toute fin, juste après les questions, donc les numéros vont être tirés. Fait que gardez votre petit coupon et regardez si vous êtes l'un des 3 gagnants. Et dès maintenant, bien, je vous inviterai à vous présenter au micro qui est là. Si vous avez des questions, soit pour Fabrice, soit pour Marc-André ou encore pour les deux. J'en profite aussi pour vous dire vraiment un gros merci. Bien, merci. Soyez pas gênés. Ça va prendre un brise-glace pour casser la glace? Ouais. Ah, Jacques. Pas une question embarrassante? Non. Question qui s'adresse à Fabrice. On se connaît déjà depuis un certain temps. Je sais que tu prépares un reportage, en fait un texte, un papier autour des enfants soldats. Oui. Et tu as été donc observateur, journaliste dans de multiples conflits. Quel regard portes-tu sur les enfants soldats comme tels? Tu en as rencontré et qu'est-ce que tu retires donc de tout ça? Ouais, c'est ça, c'est un texte que j'écris pour l'actualité, là, qui va sortir dans 2 mois. C'est vraiment par hasard, quand je suis allé en Irak, là, et on m'a dit, écoute, quand on parle des enfants soldats, on sait on a beaucoup parlé des enfants soldats au Rwanda, là, et puis avec l'ex-général Roméo Dallaire qui porte cette cause-là. On en a aussi parlé avec Omar Kader, un cas plus controversé, mais qui reste quand même dans la même, on va dire dans le même sujet. C'est ça, c'est un sujet très poignant quand même. Les enfants que j'ai rencontrés là, c'était 2 frères. Ils faisaient partie d'une minorité en Irak qui s'appelait les Yézidis. Et en 2014. Donc c'est une minorité qui est essentiellement installée en Irak, minorité à la fois ethnique et religieuse. C'est-à-dire que c'est une minorité ethnique et ils sont tous de la même religion. Et le groupe armé État islamique avait décidé que c'était des adorateurs du diable, qu'il fallait les exterminer. Donc il y a toute une campagne en ce moment pour faire reconnaître ça comme génocide. Et c'est porté d'ailleurs par une Yézidi que tout le monde a vu se faire ridiculiser malheureusement par Trump. Une autre, quand elle avait été reçue dans son bureau il y a 3 mois, il y a eu une vidéo. Puis il lui avait dit « Pourquoi vous êtes là, vous ?» Puis elle avait dit « Parce que toute ma famille a été exterminée. » Puis il l'avait regardé, « Ah bon ?» Puis en tout cas, bref, on passe à un autre. Donc, ce qu'ils avaient fait à l'époque, c'est qu'ils avaient tué les hommes adultes, réduit en esclavage sexuel les femmes et les jeunes filles. Et les jeunes garçons, ils les emmenaient. Et ils arrivaient vraiment, très jeunes, ils arrivaient à les reprogrammer, vraiment en faire des machines à tuer. Et les 2 jeunes que j'ai rencontrés, ces 2 jeunes frères, quand ils ont été kidnappés, ils avaient 12 et 13 ans. Et ils m'ont raconté comment finalement, parce que c'est quand même assez spécial, on se dit comment des enfants peuvent devenir des soldats. C'est tout un long processus, un peu presque sectaire, qui a fait en sorte qu'à la fois par un mélange de persuasion et de peur, de flatterie puis de menaces, ils ont réussi à un moment donné eux-mêmes devenir des soldats du groupe armé État islamique. Et ils avaient leur uniforme et puis ils sont allés au combat. Et ils me racontaient que c'était très partagé dans leur esprit. C'est qu'il y a des journées, ils se demandaient, quand ils étaient plus jeunes,
12-13 ans, on les entraînait à tirer à l'arme automatique, puis au lance-roquettes. Puis surtout le plus jeune me parlait plus que le plus vieux. Maintenant, ils ont 18-19 ans. Et il me disait, mais je me demandais toujours, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je suis si petit. Il disait, au début, quand il le forçait à tirer, le recul de l'arme ou du lance-roquette l'envoyait quasiment en arrière. Et il n'avait pas même la force physique de tenir l'arme. Mais ils ont été tellement, le cerveau était tellement lessivé qu'à un moment donné, ils se sont plus posé de questions. Et c'est quand même à la fois inquiétant et fascinant, c'est de voir comment on peut prendre quelqu'un, puis ça c'est pas seulement pour les enfants, et petit à petit arriver à lui inculquer des idées qui n'étaient pas du tout les siennes, ou l'embarquer dans une campagne de mort, quoi, puis de dévastation. Et il faisait partie d'un bataillon. Moi, j'en croyais pas. Moi, je pensais qu'ils étaient intégrés avec des adultes. Il faisait partie d'un bataillon de 33 enfants du groupe armé État islamique. Ils ont été envoyés en Syrie, ils ont combattu contre le régime, ils ont combattu contre les Kurdes. Ils sont 13 survivants dans ce bataillon-là. Mais en même temps, moi, ce qui m'a perturbé, c'est quand je les regardais, ils me parlaient de ça, puis on voyait que ça restait encore en eux, parce qu'ils montraient leur téléphone, puis ils montraient des photos d'eux en tenue de combattants djihadistes. Ils avaient plein de photos sur leur téléphone, et même, ils ont été utilisés dans une vidéo de propagande du groupe armé État islamique, qui est assez connue, et on les voit bien. On les voit, il y en a un, le plus jeune, il est sur un pick-up avec une arme anti-aérienne, mais qui servait localement, puis l'autre qui part à l'assaut avec une arme. Puis ils sont incapables d'expliquer ce qui s'est passé, et même au départ, les Kurdes avaient monté un système avec les Yézidis pour les rescaper. C'est-à-dire quand ils entendaient, parce que les femmes étaient vendues sur des marchés aux esclaves, puis les garçons aussi, dans un sens, comme combattants. Puis quand il y avait des Arabes locaux, des populations des tribus arabes locales qui étaient complices des Kurdes, quand ils voyaient que des Yézidis étaient en vente, c'était comme ça, ils allaient les acheter, ou ils étaient en vente sur un marché, ou sur WhatsApp. Ils étaient sur des groupes WhatsApp ou Telegram, et ils allaient les rescaper, ils disaient que c'était pour eux, mais en vérité, ils les ramenaient en Irak. Donc ces deux gamins-là, au départ, plusieurs fois, leur mère a essayé d'aller les rescaper, puis les enfants ont refusé. Puis ils disaient à leur mère, « Ah, mais finalement, on est bien là. Finalement, on y croit à cette cause-là, et on est bien traités. » Ils nous traitent bien, ils nous flattent bien. Ils disaient que c'était de la preuve. Ils les mettaient dans une vidéo qu'on peut trouver parfois, mais quand elle n'est pas effacée, évidemment, des réseaux sociaux. Et on les voit bien. Mais le seul problème, c'est que maintenant, comme les enfants du Rwanda, etc., c'est qu'ils ne sont pas accompagnés, ces enfants-là. C'est-à-dire que maintenant, on les a remis, ils sont retournés dans leur famille ou dans des camps, mais il n'y a aucun soutien psychologique, zéro. Puis c'est les Kurdes qui ont organisé ça. Puis ils me disaient, on est très fiers d'avoir fait ça. Parce que plusieurs fois, on a demandé aux Canadiens, aux Américains, aux Français, l'ONU, etc., aidez-nous. Vous ne pouvez pas laisser ces enfants soldats comme ça, ou même cette population comme ça. Puis ils disaient, on entend vos présidents, vos premiers ministres qui font des belles paroles sur les droits humains, aider les femmes dans le monde, aider les enfants. Mais ils disent, nous, sur le terrain, il ne s'est rien passé. Donc ils ont consacré 6 millions de dollars à les rescaper. Non seulement ça, mais ils se sont fait accuser de financer le terrorisme parce qu'ils payaient indirectement les djihadistes pour les trucs. Puis il dit maintenant, on a des enfants dont certains sont complètement bouleversés dans leur tête, sont même encore dangereux peut-être. Et puis on les laisse comme ça. Puis je parle même pas des femmes et des filles. Mais pour ça, c'est un sujet que je prépare, là, que je suis en train de finir. Mais c'est à la fois, c'est touchant, c'est émouvant, puis c'est véritablement scandaleux. C'est que, puis ils m'ont même dit, et vous au Canada, vous connaissez personne, des psychologues, des travailleurs sociaux qui pourraient venir nous aider? Nos ex-vétérans se sont suicidés. Non, mais c'est ça, c'est que je dis toujours, il y a les belles paroles gouvernementales, puis quand on va sur le terrain, on voit aussi qu'il y a une complète, des fois, distorsion entre ce qu'on entend. On sait que le Canada est en grande campagne en ce moment pour retourner, pour avoir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ça a tout pris pour envoyer une mission de casque bleu au Mali canadien. Quand la mission a fini, l'ONU a demandé au Canada de poursuivre 2-3 mois parce qu'il n'y avait personne pour remplacer. Au départ, le gouvernement Trudeau a dit non. Puis finalement, ils sont restés 1 mois. Et quand je vois des choses comme ça, je me dis, c'est sûr que je comprends qu'il y a des États dans le monde qui nous voient arriver en disant, là, il y a ce que vous dites, puis il y a ce que vous faites sur le terrain, quoi. Puis les gens, encore une fois, qui souffrent, qui payent de ça, quoi. J'étais un peu long, là, mais le reste sera à lire. On serait